Salut à tous. Que se passerait-il si l'humanité disparaissait d'un coup? À quoi ressemblerait un monde sans humains? Aujourd'hui, on va explorer des épaves de navires, des villes abandonnées au milieu de l'océan et des cimetières d'avions remplis d'appareils qui ne voleront plus jamais. C'est parti. Voici Hashima, une île dans la mer de Chine orientale, à environ 15 km au sud-ouest de Nagasaki, au Japon. Elle ne fait que 6 hectares et est entourée d'eau. Aujourd'hui, c'est une ruine désolée, mais elle était autrefois pleine de vie. En 1959, elle avait l'une des densités de population les plus élevées au monde, avec plus de 5000 personnes vivant sur ce petit bout de terre. Du charbon a été découvert ici à la fin du 19e siècle. Et au milieu du XXe siècle, Mitsubishi a ouvert des mines de charbon sur l'île. Pour empêcher les ouvriers de partir, des écoles, un hôpital, des magasins et même un cinéma ont été construits spécialement pour eux. Hashima est devenue une ville miniature au milieu de l'océan, symbole du progrès industriel. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer que ça marquerait le début de son déclin. Dans les années 1970, le charbon n'était plus demandé, remplacé par le pétrole et le gaz. Les mines ont été fermées et l'île a été abandonnée presque du jour au lendemain. Les gens sont partis, laissant les bâtiments en béton, les murs et les rues se délabrer sous l'effet du vent incessant et des vagues salines. Au milieu du désert doré de Californie, il y a un lieu où les avions viennent finir leur jour. Le grand aéroport Mojave Air and Spaceport, un cimetière d'avions où s'entassent des géants métalliques qui ne voleront plus jamais. Des légendes rouillées de la guerre froide, des gros porteurs obsolètes et même des avions de chasse qui faisaient autrefois trembler le monde entier rouillent tranquillement au soleil. Des milliers de fuselages s'étendent à perte de vue, chacun étant un symbole du progrès qui a fait son temps. Et c'est là que réside tout leur paradoxe. Ces avions étaient autrefois le summum de la technologie, symbole de vitesse, de puissance et d'espoir. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que des tas de ferraille, rappelant cruellement que toute merveille technologique finit par devenir l'ombre de sa gloire passée. Au milieu du Ghana, il y a un énorme tas de déchets qui recrachent de la fumée. La décharge d'Akbogblochi, à quelques kilomètres d'Accra, la capitale. Visible à des kilomètres à la ronde, elle crache en permanence des nuages noirs de fumée toxique qui te brûlent la poitrine quand tu les respires et te font pleurer les yeux quand ils les touchent. Ici, des tonnes de câbles, de télévisions et d'ordinateurs sont brûlés pour extraire le cuivre, l'or et d'autres métaux précieux des déchets électroniques expédiés depuis les pays développés. Chaque année, le monde génère des millions de tonnes de déchets électroniques. Smartphones, ordinateurs, voitures équipées de composants électroniques, mais seulement 15% environ sont recyclés. Le reste est envoyé dans des pays qui, pour diverses raisons, n'ont pas les lois ou les ressources nécessaires pour se protéger. Chaque tonne de déchets contient des produits chimiques et des plastiques nocifs, qui sont dispersés par le vent ou s'infiltrent dans l'eau. Les femmes et les enfants qui travaillent ici de façon informelle sont constamment exposés aux toxines et survivent grâce à ce que d'autres considèrent comme inutile. Alors que le monde consomme de plus en plus de produits électroniques, le Ghana paye le prix de notre indépendance à la technologie, démontrant l'impact destructeur de la poursuite incessante du progrès par notre civilisation. Il y a des endroits qui te donnent l'impression d'être dans un film post-apocalyptique. Coleman's Cop, en Namibie, en fait partie. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un décor désertique, avec des maisons remplies de sable et un silence que seul le vent balayant les dunes vient rompre. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où cette ville était pleine de vie. Tout a commencé au début du XXe siècle, quand le premier diamant a été découvert en Namibie. En 1904, une véritable ruée vers les diamants a éclaté, attirant des gens du monde entier à la recherche d'une fortune rapide.
Parmi eux se trouvait un Allemand nommé August Stoch, qui travaillait officiellement pour les chemins de fer, mais qui s'intéressait beaucoup aux minéraux. C'est lui qui a été le premier à voir la richesse enfouie sous le sable. Coleman's-Cop est vite devenu une vraie oasis au beau milieu du désert, avec des manoirs au sol en marbre, une école, un hôpital, un théâtre et même le premier appareil à rayons X d'Afrique. Tout ça a été financé par la poussière de diamants. La ville a prospéré tant qu'il y avait des diamants. Mais dans les années 1950, tout s'est effondré. Les gens sont partis et le désert a peu à peu repris possession de ses terres. Un bateau vieux de 160 ans, maintenant échoué pour de bon. Il est devenu un refuge pour une forêt de mangroves. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Construit à Glasgow en 1863, il transportait des passagers entre la Grande-Bretagne et l'Australie, puis a servi de péniche de transport de marchandises et même de dépôt de charbon flottant. Mais sa chance a tourné. En 1912, il a pris feu, et en 1915, une tentative de le transformer en brise-lames a échoué. C'est alors que le navire, poétiquement baptisé City of Adelaide, s'est échoué à Cockle Bay, en Australie, où il repose encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il ressemble à une forteresse verdoyante au milieu de la baie, à mi-chemin entre un navire fantôme et une île artificielle. Ce navire-île tiendra-t-il encore 100 ans, ou la nature finira-t-elle par le reprendre, ne laissant que l'histoire d'un navire devenu l'emblème d'un paradis tropical à seulement 300 mètres du rivage. Il s'agissait d'une ville de 50 000 habitants. Imagine ce que ça a dû leur faire de tout perdre. Tout ça à cause de la plus grande catastrophe provoquée par l'homme dans l'histoire. Et surtout, d'une série d'erreurs humaines. Et oui, cette ville, c'est Pripyat. En avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé. Un nuage radioactif s'est répandu à travers l'Europe et toute la ville de Pripyat a dû être évacuée. Depuis, cette ville est laissée à l'abandon. Des équipements de jeux rouillés, des écoles vides et des appartements encore remplis des affaires de ceux qui ont fui les radiations. La ville semble figée dans le temps. La nature reprend lentement possession des bâtiments et des rues, mais c'est ce qui fait de cette ville un monument vivant de la tragédie. Le temps s'est arrêté là, du moins pour les humains, mais la nature continue d'avancer, transformant le béton en ruines et les rues en forêts. En regardant cette ville fantôme, on ne peut s'empêcher de se demander « Que restera-t-il de nous si un jour nous devons nous aussi partir si soudainement ?» Nous sommes à Thessalonique, en Grèce. C'est la deuxième plus grande ville après Athènes. Mais à 20 minutes de route à l'ouest de la ville, tu trouveras l'un des plus grands cimetières ferroviaires du monde. Des milliers de vieux wagons de train ont été laissés à l'abandon. Maintenant recouverts de buissons, d'arbres et d'herbes sauvages. Le mélange de carcasses rouillées et de végétation luxuriante crée un contraste saisissant. Si tu te ferais un chemin à travers la végétation envahissante, tu peux même monter à l'intérieur et te faire une idée de ce qu'étaient les voyages en Grèce dans les années 1960 et 1970. Sièges en peluche, couchettes, wagons-restaurants, tout est encore là, même si c'est rouillé, usé par le temps et marqué par les vandales.
La côte ouest de Staten Island à New York, aux États-Unis, était à l'origine un endroit où on mettait à l'eau les vieux bateaux. Avec le temps, c'est devenu un cimetière pour des centaines de bateaux, comme des remorqueurs, des barges et des ferries. À son apogée, il y avait jusqu'à 400 bateaux, mais aujourd'hui, il n'en reste plus que 25 à 40. Parmi eux, on peut voir des bateaux uniques comme l'USS PC-1264, un chasseur de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale, et le bateau-pompe Abraham Hewitt, qui a joué un rôle primordial dans les opérations de sauvetage après le naufrage du bateau à vapeur General Slocum en 1904. Mais comme on peut le voir, la nature suit son cours. Le métal rouille, les ponts en bois s'effritent, et l'eau érode lentement les quais. Rien de ce qu'on construit ne dure éternellement. Et le cimetière de navires de Staten Island est l'un des rappels les plus évidents de la façon dont notre héritage disparaît lentement. Des pavillons vides et des manèges rouillés, le grincement des carrousels et une légère brise qui fait écho au rire des enfants qui ont jadis visité cet endroit un peu sinistre. Le Japon avait autrefois son propre Disneyland, Nara Dreamland. Bâti en 1961 et inspiré du parc californien, il offrait tout ce que l'on peut imaginer. Du château féerique inspiré de La Belle au bois dormant au monorail, en passant par les montagnes russes en bois et en acier, les manèges et même un sous-marin. Son incroyable popularité, avec jusqu'à 1,6 million de visiteurs chaque année, parle d'elle-même. Mais tout a changé en 2001, lorsque Tokyo Disney Sea et Universal Studios Japan ont ouvert leurs portes à proximité. Le nombre de visiteurs est tombé à 400 000 et en 2006, le parc était en ruine. Les attractions étaient rouillées, les boutiques fermées et la ville a finalement décidé de fermer Nara Dreamland pour de bon. Au cœur de Détroit se dresse une silhouette sombre qui était autrefois un symbole de luxe. Le Lee Plaza Hotel, qui a ouvert ses portes en 1929, accueillait des clients fortunés à l'époque du jazz avec ses halls en marbre, ses lustres en cristal et ses salles de bal scintillantes. Un véritable palais de son temps. Mais la Grande Dépression a vite montré à quel point cette richesse était fragile. Le bâtiment a changé de main, les affaires ont baissé et dans les années 1960, il a été transformé en maison de retraite. Elle a fermé ses portes en 1997 et un nouveau chapitre a commencé, marqué par la négligence et la dégradation. Des vandales et des pilleurs ont arraché les décorations en bronze de la façade et emporté les meubles et les portes. Aujourd'hui, seul le vent souffle à travers ses fenêtres vides. Avec ses 15 étages déserts, ses murs écaillés et ses traces de feu, elle ressemble à un décor tout droit sorti d'un film d'horreur. Pourtant, si l'on s'arrête pour écouter, les échos lointains de la musique et des rires anciens clients semblent encore flotter dans les airs. Même au milieu des ruines, on imagine facilement la grande salle de bal autrefois animée par les danseurs qui se déplaçaient au son d'un orchestre jazz. Aujourd'hui, c'est devenu le symbole du déclin de Détroit, mais il attire aussi les explorateurs urbains, les photographes et ceux qui trouvent un sens à la décadence. Des Lamborghini, des Ferrari, des Bentley, à Dubaï, on en voit partout. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que des milliers de ces voitures sont abandonnées, laissées à prendre la poussière dans les rues ou même dans le désert. Les statistiques montrent que plus de 3000 véhicules par an finissent enterrés sous le sable, devenant des monuments d'un luxe passé que plus personne ne peut s'offrir. La raison, simple et brutale, l'endettement. Dans les Émirats, les dettes peuvent te conduire en prison. De nombreuses personnes qui vivaient à crédit et achetaient des voitures de sport tape à l'œil pour frimer se retrouvent soudain dans l'incapacité de payer. Ils fuient le pays, laissant tout derrière eux. Des maisons de maître aux supercars, parfois même avec les clés sur le contact.
Ces voitures de luxe finissent souvent aux enchères. Mais qui veut vraiment d'un véhicule qui a été cuit par le soleil et les tempêtes de sable pendant des mois? Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Si des millions d'euros peuvent être laissés à l'abandon en plein désert, pourquoi rêver de devenir riche? Au cœur de la Yakoutie, il y a un des paysages les plus impressionnants de la Russie. La grande mine de diamants à ciel ouvert du Pip Kimberlitic de Mir. Le cratère fait presque 1,2 km de diamètre et plonge à plus de 525 mètres de profondeur. Après une catastrophe d'origine humaine en août 2017, la fosse et la mine souterraine ont été inondées, ce qui a arrêté l'extraction des diamants. Pour certains, ça ressemblait à une énorme blessure causée par le pergélisol. Pour d'autres, ça avait l'air d'un cratère oublié laissé par une civilisation extraterrestre. En regardant cette carrière, on a du mal à croire que des gens ont un jour foré ici, extrait des diamants et construit l'une des machines minières les plus complexes au monde. On imagine tout de suite d'énormes camions et excavatrices qui ressemblent à des jouets depuis cette hauteur. Et on commence à saisir l'ampleur de l'ambition humaine. Comment on transforme la nature en un gigantesque instrument pour récolter des richesses? Connais-tu le SS Thistlegorm? C'est un cargo britannique légendaire de la Seconde Guerre mondiale. Construit à Sunderland en 1940 avec un peu d'aide du gouvernement, il était équipé d'un canon de pont et d'une mitrailleuse lourde. Lors de son 4e voyage vers l'Égypte en 1941, il transportait des véhicules blindés, du matériel radio et même 2 locomotives à vapeur pour les chemins de fer égyptiens. Mais la Luftwaffe l'a rattrapé, a largué des bombes et le navire s'est brisé en 2 avant de couler. Dans les années 1950, Jacques Cousteau a redécouvert l'épave et l'a révélée au monde entier. Aujourd'hui, le navire et sa cargaison reposent toujours au fond de la mer Rouge, se dégradant lentement avec le temps. Presque personne ne croirait que Michael Phelps et d'autres champions olympiques ont autrefois concouru ici. Ce stade d'Athènes, en Grèce, était autrefois un véritable trésor national. Ce n'est pas une surprise, 8 milliards de livres sterling ont été investis pour ramener les Jeux Olympiques dans leur lieu de naissance. Mais aujourd'hui, l'arène tombe en ruine. Les tribunes, autrefois remplies par des milliers de spectateurs, sont envahies par les mauvaises herbes et les piscines sont à sec et délabrées. Les difficultés économiques, tant mondiales que locales, ont empêché son entretien. Ils ont réussi à le construire, mais le faire fonctionner s'est avéré impossible. Il y a quelques bâtiments abandonnés au cosmodrome de Baïkonour. Dans l'un d'eux, il y a 2 vaisseaux spatiaux. L'un est une maquette grandeur nature de l'OKMT, utilisée pour s'entraîner aux procédures avant le lancement. C'est une copie exacte du vrai vaisseau, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'autre est le 2e Bouria, en état de vol, une version améliorée de la navette Buran. Même si elles sont en mauvais état, ces 2 créations de l'époque soviétique ont toujours un look super futuriste. Le bâtiment lui-même est aussi en ruine. Les toits se sont effondrés, tout est rouillé et le silence est assourdissant, seulement rompu par le vent et le chant occasionnel d'un oiseau. Debout, tu le vois clairement, les idéaux de l'exploration, la rigueur scientifique et l'esprit d'expérimentation, tous abandonnés comme des jouets oubliés sur le terrain de jeu d'une civilisation qui valorisait autrefois le progrès par-dessus tout.
Voici Akharmara, en Abkhazie, un village abandonné et l'endroit idéal pour tourner un film d'horreur. À l'origine, il a été construit par les Allemands pendant la guerre, et à l'époque, il ne ressemblait en rien aux huttes abkhazes typiques. Puis vint l'ère soviétique, des mines de charbon, des usines de transformation, une centrale hydroélectrique, 5000 habitants, de longues files d'attente pour obtenir un appartement. C'était une ville prospère. Mais ensuite, tout s'est écroulé. L'URSS s'est effondrée, la guerre d'Abkhazie de 1992-1993 a éclaté, l'artillerie a bombardé la ville, la famine et les épidémies ont suivi. Les gens ont fui sans se retourner, cherchant une vie meilleure autre part. Aujourd'hui, il ne reste que quelques familles à Akharmara, laissant derrière elles un maigre héritage. Des maisons en ruine, des voitures rouillées et des rues qui semblent hantées. Et pourtant, la vie est revenue d'une manière inattendue. La verdure pousse à travers les fenêtres brisées, les forêts envahissent les anciennes places, et l'air est vivifiant et parfumé. Si tu veux découvrir par toi-même à quel point les créations humaines sont éphémères et la nature inarrêtable, c'est ici qu'il faut aller. Autrefois 4e plus grand lac du monde, la mer d'Aral s'étendait sur 400 km et abritait une industrie de la pêche florissante. Plus de 30 espèces de poissons étaient récoltées. Des usines et des conserveries fonctionnaient et des villages de pêcheurs entiers prospéraient. Aujourd'hui, tout ce qui reste de cette vie trépidante sont des bateaux rouillés échoués sur les sables du désert. Dans les années 2000, elle avait perdu 90% de sa superficie. À la place des vagues, il y avait un désert hostile. Les tempêtes de poussière transportaient des particules mélangées à des pesticides et à des produits chimiques, détruisant les cultures et nuisant à la santé des gens. La mer d'Aral asséchée constitue un avertissement durable. La nature est impitoyable et certains dommages sont irréversibles. Ce que l'on voit ici est la preuve du génie humain, aujourd'hui livré aux forces de la nature. Autrefois construit pour supporter une pression immense et d'innombrables opérations de forage, ces géants d'acier semblent soudain vulnérables et abandonnés. Il s'agit de l'énorme plateforme de forage de 17 000 tonnes Trans-Ocean Winner, qui s'est échouée près de l'île de Lewis, en Écosse, en 2016. Elle était remorquée de la Norvège à Malte pour une révision. Lorsqu'une violente tempête a rompu le câble de remorquage, laissant la plateforme, avec 280 tonnes de diesel à bord, échouée et sans électricité. Heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé. La plateforme était inoccupée et l'environnement est resté indemne, aucun déversement n'ayant été signalé. Cependant, les autorités britanniques ont imposé une amende de 400 000 livres sterling à Trans-Ocean Ltd, le propriétaire de la plateforme. 2 mois plus tard, le Trans-Ocean Winner a été renfloué, chargé sur un navire de transport et livré à Malte à la mi-octobre 2016. Bienvenue à Dallas Airplane Salvage, un dépôt d'avions unique en son genre où des centaines de modèles endommagés et déclassés retrouvent une utilité, ou alors sont laissés à l'abandon. De nouveaux avions arrivent chaque semaine, s'ajoutant aux centaines déjà garés sur le terrain. Partout où l'on regarde, il y a des fuselages, des pièces détachées, des panneaux abîmés par les intempéries et des cockpits défraîchis, chacun rappelant des voyages qui ont pris fin et une époque où l'ambition humaine s'élevait vers les cieux. En passant devant les hangars et les ailes rouillées, tu ne peux t'empêcher de remarquer l'ironie de la situation. Ces machines qui ont jadis volé dans les airs sont maintenant figées sur place.
comme des monuments à l'ambition humaine et au génie technique. Peut-être que ce ne sont pas seulement les avions qui sont destinés à disparaître dans l'histoire, peut-être nous aussi. Dans la ville belge de Charleroi, il y a encore une énorme tour de refroidissement de l'ancienne centrale électrique IM. Construite en 1901, elle était à l'époque un symbole de progrès. Cette tour pouvait refroidir jusqu'à 2 millions de litres d'eau par minute et a alimenté toute la région pendant des décennies. Dans les années 70, la centrale a même été modernisée pour fonctionner au gaz, et on pensait qu'elle fonctionnerait indéfiniment. Mais tout s'est arrêté d'un coup, quand on s'est rendu compte que cette seule tour de refroidissement était responsable de 10% des émissions totales de dioxyde de carbone de la Belgique. Après les protestations de Greenpeace en 2006, elle a été fermée et laissée à l'abandon. Aujourd'hui, elle est juste là, rouillée, en train de tomber en ruine. Les ressources qui ont été investies ne servent plus la société. Elles ne sont plus qu'un souvenir du passé. N'est-ce pas du gaspillage, une vraie perte? Ou est-ce que le coût du progrès devait vraiment être mesuré uniquement en mégawatts et en milliards d'euros? Annandale, Minnesota, États-Unis. Un cimetière de voitures anciennes de plus de 40 hectares s'étend sur cette zone. Chaque visite ici donne l'impression de visiter une ville oubliée. Certaines voitures disparaissent, d'autres apparaissent, comme si l'histoire de l'automobile devenait peu à peu un musée en plein air, laissé à l'abandon. La gamme de véhicules est impressionnante. Des voitures rétro des années 1930 et 1940 aux Cadillac et Chevrolet rutilantes de l'après-guerre. Ces véhicules abandonnés nous rappellent doucement à quel point les symboles de richesse et de progrès peuvent être éphémères lorsqu'ils sont laissés à la merci du temps. Imagine d'énormes antennes paraboliques qui servaient autrefois à capter des signaux du monde entier posées sur des plateformes en béton, avec à côté une vieille salle où les chaises sont usées et l'écran presque effacé, mais où l'on ressent encore l'atmosphère du passé. Cet endroit existe vraiment, et c'est surprenant que les développeurs de jeux de survie ne s'en soient pas encore inspirés. D'après certaines sources, la station a été construite au milieu du XXe siècle et servait à la fois à des fins militaires et scientifiques. Après avoir été désaffectée, elle a été abandonnée et lentement tombée en ruine. On construit des sous-marins nucléaires, on y investit des milliards, des technologies de pointe et d'innombrables heures d'efforts humains, mais il faut aussi les désaffecter correctement. Tout d'abord, les sous-marins retirés du service sont mis hors service. À Primorie et au Kamchatka, ils sont démantelés. Le combustible nucléaire est extrait et les réacteurs sont stockés pendant des décennies, voire des siècles. Pendant ce temps, le métal rouille. La technologie devient obsolète et les vestiges de notre puissance sont à la merci du temps et des éléments. À première vue, il est difficile de croire que ce quartier inachevé est en fait l'un des plus chers et des plus animés de Guangzhou, en Chine, avec ses bâtiments, ses infrastructures et ses transports très serrés. Mais c'est vrai.
Cet immense complexe de blocs résidentiels abandonnés et à moitié construits comprend 165 bâtiments vides depuis 28 ans. À première vue, la ville semble prospère, mais en fait, il ne reste qu'une coquille vide de civilisation. Les vestiges de ce qui la remplissait autrefois de vie. Des structures en béton, des tours de verre et des rues désertes. Les villes fantômes et les quartiers vides comme ceux-ci ne sont pas rares en Chine. Il révèle les forces complexes de l'urbanisation, de l'économie et des tendances démographiques, montrant comment même des zones densément peuplées et animées peuvent sombrer dans une désolation silencieuse.